Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nous commençons, Inch'Allah, cette leçon. Et donc, aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 octobre 2012. Nous sommes arrivés à la leçon numéro 9. Et aujourd'hui, donc, nous allons voir un nouveau genre. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu le genre poétique et le genre théâtral. Et aujourd'hui, nous allons voir le genre narratif, donc ce qu'on appelle le récit. On ne fait pas de grammaire. Alors, ça dépend des cours qu'on voit. Hein. La grammaire, on la voit surtout avec les niveaux 1 et 2. Mais avec le niveau 3, on essaie de voir des cours plus élevés, c'est-à-dire on a jusqu'à maintenant travaillé le vocabulaire du théâtre, donc ça fait partie de la grammaire aussi, le vocabulaire ça fait partie de la langue. Nous avons travaillé aussi les figures de style, la métaphore, la comparaison et la personnification. Alors pour la conjugaison, justement ce mois, la conjugaison, nous allons la voir la prochaine fois, c'est-à-dire le vendredi, Inch'Allah, puisque nous serons obligés de voir les thèmes du récit. Hein. Nous allons donc travailler le genre narratif ou le genre qu'on appelle le récit, et bien sûr, le récit doit respecter les deux temps principaux du récit, l'imparfait et le passé simple. Nous allons les voir, Inch'Allah, vendredi prochain. Voilà. Donc, oui, on ne peut pas tous retenir, on ne peut pas retenir tous, mais il faut apprendre, hein. Il faut apprendre, ça commence depuis qu'on est tout petit. La grammaire, surtout la conjugaison, ça commence lorsqu'on est au primaire et ça grandit avec nous. Voilà, donc comme ça, vous pouvez, si vous voulez, rectifier ou bien si vous voulez apprendre, donc il faut chaque jour voir un peu. Oui, on verra ça peut-être dans les cours qui viendront, Mariam. Donc aujourd'hui, nous commençons un nouveau genre, donc c'est le récit. Le récit, donc, est un genre qui nous raconte une histoire, qui nous raconte un récit. Alors, il est constitué, hein, de catégories et de sous-catégories. Par exemple, parmi les catégories du récit, nous trouvons les contes, أو الحكاية أو الخرافة نسميها, les légendes, أسطورة, les mythes أو الأساطير أو الأسطورات, les nouvelles, يعني القصة القصيرة. Il y a aussi le roman الرواية, et dans le roman on trouve des sous-catégories. يعني يمكن أن نقسمه إلى d'autres catégories. Par exemple, le roman d'aventure, يعني رواية المغامرات, le roman historique, le roman de science-fiction, يعني الخيال العلمي, le roman fantastique, le roman policier, nous avons aussi le roman autobiographique, hein? Nous avons aussi le roman socio-réaliste ou le roman réaliste الذي يحكي لنا على الواقع. Nous avons aussi le nouveau roman à thèse, et ainsi donc nous avons plusieurs catégories de romans. Nouvelle catégorie, nous avons aussi la biographie. La biographie, il y a سيرة لا أقول ذاتية ولكن سيرة الأعلام, يعني حياة الشخصيات.
Alors, nous avons aussi l'autobiographie, أو السيرة الذاتية, le journal intime أو المذكرات. وهذا تقديم le récit. Et nous passons maintenant aux différentes caractéristiques du récit. Les différentes caractéristiques du récit. Donc, un récit est composé de séquences narratives. On parle de texte narratif. Il commence par une introduction que l'on nomme l'incipit, et il doit être cohérent du début à la fin. On doit y trouver les mêmes personnages. من المميزات الرومان ما هو أو مختلف المميزات شنو هو؟ Un récit est composé de séquences narratives. يعني أن une séquence narrative سنراها بعد قليل ماذا تعني. هي المراحل التي تمر بها الرواية أو السرد، خاصة السرد يعني la narration. يعني أنها دائما تبدأ. Il commence par une introduction que l'on nomme l'incipit، يعني تبدأ بمقدمة نسميها l'incipit ou bien l'incipit، هذه تنطق يعني على شكلين، l'incipit ou l'incipit، et il doit être cohérent du début à la fin. يعني يجب أن يكون متناسق متجانس من البداية إلى النهاية. يعني أن القصة يجب أن تخضع لمجموعة من المراحل، وتلك المراحل لها علاقة ما بينها بطبيعة الحال، تمشي واحد التسلسل اللي هو يعني منطقي ويعني فني، حتى أنه لابد أن يكون فني. وأن doit retrouver les mêmes personnages، يعني أن الشخصيات هي نفسها من البداية إلى النهاية بطبيعة الحال. Oui, Farah, nous parlerons de ça tout à l'heure. Et nous avons le choix de l'auteur. يعني اختيارات كاتب ماذا هي. Alors dans son récit, l'auteur détermine un point de vue narratif, interne, externe ou omniscient. Omniscient, c'est ce qu'on appelle zéro. Alors c'est ce qu'on appelle aussi la focalisation. هو رأي الكاتب، يعني أن الكاتب يختار وجهة أو موقعه من القصة. ou bien il choisit une focalisation interne، يعني وجهة نظر داخلية. وهنا ماذا نعني بها؟ نعني بها أن الشخصية هي التي تحكي، وهي التي تصف، وهي التي تقوم برؤية الأحداث. يعني شخصية من شخصيات القصة. ونقول هنا nous avons une focalisation interne. عندما نقول أن la focalisation bien le point de vue est externe، بمعنى أن الكاتب يوجد خارج النص. أنه يوجد خارج النص بمعنى أنه يحكي لنا أحداث دون أن يعطي رأيه في شيء. décrit mais sans exprimer un jugement, sans exprimer un point de vue, c'est-à-dire le texte qu'il nous présente est un texte neutre, objectif, voilà, c'est ça. Donc neutre, objectif, et c'est comme un caméra, hein, c'est comme s'il est en train de filmer les événements, donc sans introduire sa personnalité. Le troisième point de vue, ou bien ce qu'on appelle focalisation, c'est ce qu'on appelle le point de vue omniscient, ou bien la focalisation zéro. La focalisation zéro signifie quoi? Signifie que le narrateur est omniscient. Omniscient signifie omniprésent, c'est-à-dire tout le temps présent dans le texte. Comment il est présent dans le texte? Eh bien, il est présent dans le texte avec son point de vue, avec ses remarques, avec ses jugements. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le point de vue omniscient. Alors, je vous demande au présent, aux personnages présents, aux personnes présentes, de ne pas
bavarder, c'est-à-dire de ne pas chatter. Alors ici, on est en train de donner une leçon. Ceux qui veulent faire connaissance, donc c'est ailleurs et pas ici. Donc, sinon je serai obligée de fermer le chat. Hein. Alors voilà, donc je répète, dans son récit, l'auteur détermine un point de vue narratif, interne ou bien externe ou omniscient. C'est ce qu'on appelle aussi la focalisation interne ou bien la focalisation externe ou bien la focalisation zéro. Voilà. Il peut également jouer sur le type de narrateur, personnage, témoin ou effacé. C'est-à-dire que le narrateur, soit il est un personnage, c'est ce qu'on appelle la focalisation interne, soit il est témoin, hein, c'est ce qu'il voit, les choses, ou bien témoin, ça veut dire qu'il raconte ce qu'il a vu, avec sa personnalité, et ou bien il est effacé, effacé ça veut dire qu'il raconte sans exprimer son point de vue. Enfin, il peut opter pour un discours direct avec l'apparition du dialogue. Donc, dans un récit, on trouve le récit et le dialogue. Et le dialogue ici signifie quoi? Signifie que nous avons les personnages qui parlent, ou indirect lorsque les paroles sont rapportées, soit au style indirect, soit ils sont intégrés au texte. Intégrés au texte, ça veut dire ce qu'on appelle le style indirect libre. Hein? C'est ce qu'on appelle le style indirect libre. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions avant de passer à l'étude de texte? Donc ça, c'était une présentation générale du récit. Donc, si vous avez des questions, oui. Omniscient, j'ai expliqué, omniscient signifie tout le temps présent. Tout le temps présent dans le texte. C'est-à-dire, le narrateur ou l'auteur raconte tout en exprimant son point de vue. Et comment il exprime son point de vue? Lorsqu'il exprime, par exemple, un jugement, lorsqu'il décrit favorablement ou défavorablement, etc. Non, ce n'est pas وثائقي حبيبة, ce n'est pas وثائقي. وثائقي مثلا هي ce qu'on appelle externe, هي la focalisation externe. يعني يعرض الأحداث دون تدخل منه، ولكن عندما يكون يصف أو يحكي وهو يعبر عن رأيه أو يعبر عن إحساسه أو حكمه على الشخصيات أو يعرف ما بداخل الشخصية، يعرف ماضي الشخصية، يعرف مستقبل الشخصية، هذا كاتب أو راوي حاضر طول الوقت في النص. هذا هو المعنى ديال الأومنيسيون، يعني محيط بكل التفاصيل، يعني حاضر tout le temps، حاضر طول الوقت. Voilà, هذا هو omniscient. On l'appelle aussi omniprésent. Omni signifie tout le temps. Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à l'étude de texte? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous passons maintenant à l'étude de texte. Alors voilà, nous avons un texte avec des questions. Là, je vais le lire. J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Je devais être très jeune encore, 5 ans, 6 ans peut-être. Ma mère était dans l'atelier, près de mon père, et leur voix me parvenait rassurante, tranquille, mêlée à celle des clients de la forge et du bruit de l'enclume. Brusquement, j'interrompis de jouer. Toute mon attention fut captée par un serpent qui rampait autour de la case. Je m'approchai bientôt. Je ramassai un roseau qui traînait dans la cour
Et à présent, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas. Il prenait goût au jeu. Il avala le roseau. Il l'avala comme une proie. Il vint un moment où le roseau se trouva à peu près englouti et où la gueule du reptile se trouva terriblement proche de mes doigts. Je riais, je n'avais pas peur du tout, et je crois bien que le serpent n'eût plus beaucoup tardé à m'enfoncer ses crochets dans les doigts si à l'instant Tamani, l'un des apprentis, ne fut sorti de l'atelier. L'apprenti fit signe à mon père et presque aussitôt je me sentis soulevé de terre. J'étais dans les bras d'un des amis de mon père. Un peu plus tard, j'entendis ma mère m'avertir sévèrement de ne plus jamais recommencer un tel jeu. Donc ça, c'est un texte de Kamaraley, l'enfant noir. Donc l'œuvre, c'est l'enfant noir. C'est un texte autobiographique, édition donc Plomb de Paris, 1953. Voilà. Donc avant de commencer les questions de compréhension, à vous les lire. D'abord, on explique d'abord les mots difficiles et après on verra si on peut donner la parole à quelqu'un. Attendez un petit peu. Donc, je laisserai la lecture à la fin. Hein. Je laisserai la lecture à la fin. Je préfère d'abord travailler le texte et après on fera la lecture. Alors, j'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. La case, vous savez ce que c'est qu'une case? Non, ici ça ne signifie pas Rizana. Vous savez que, remarquez, Kamaraley est un écrivain africain. Africain, donc remarquez le roman s'appelle L'Enfant Noir. C'est un roman autobiographique. Et une case signifie une maison. Mais ce n'est pas vraiment la maison que nous connaissons, mais c'est une maison ليس مرآب هو منزل أو كوخ si vous voulez كوخ أو منزل على الطريقة الإفريقية. Voilà, c'est ça. Donc, j'étais enfant et je jouais près de la case de mon père, c'était près de la maison de mon père. Ou de cour, voilà. Je devais être très jeune encore. Je devais être très jeune encore. 5, 6 ans peut-être. Ma mère était dans l'atelier. L'atelier, vous connaissez l'atelier? Warsha, voilà, c'est ça. Donc, maman était dans l'atelier, près de mon père, et leur voix me parvenait rassurante. Leur voix me parvenait, c'est-à-dire arriver jusqu'à moi, parvenir et arriver jusqu'à moi, rassurante. Rassurante, c'est-à-dire je suis rassuré par la voix de mes parents. Tranquille, mêlée à celle des clients de la forge. Mêlée, ça veut dire mélanger, à celle, ça veut dire aux voix, hein, aux voix, parce que ici, celle reprend le mot voix. Donc, à celle des clients de la forge. La forge, vous savez ce que c'est? Forge. Donc, le forgeron, vous savez ce que c'est qu'un forgeron? Non. Un forgeron, c'est
حداد, voilà, c'est ça. Donc la forge, ça veut dire هي ورشة الحدادة, الحدادة أو الحدادة, je sais pas. Donc ورشة الحدادة, d'accord. Et au bruit de l'enclume, au bruit de l'enclume. L'enclume, c'est le grand marteau avec lequel on frappe sur le fer. وذلك المطرقة الكبيرة التي يدقون بها على الحديد. Hein? Donc, brusquement, alors brusquement signifie tout à coup. Hein? Tout à coup, c'est-à-dire فجأة, j'interrompis de jouer. J'interrompis, ça veut dire j'arrête. J'arrête de jouer. L'attention, toute mon attention. L'attention, Tiberi, toute mon attention fut captée par un serpent. Un serpent, vous savez ce que c'est? Oui. Donc, un serpent, non, ليس عقرب يا ديسيان, ليس عقرب. ثعبان نعم أو أفعى. Donc, fut capté par un serpent qui rampait autour de la case. Ramper, ça veut dire quoi? Ramper, c'est, voilà, c'est marcher sur le ventre. Hein? Yeshaf. Donc, près, autour de la case, hein? Autour de la case, je m'approchais bientôt, je ramassais un roseau. Alors, vous savez ce que c'est qu'un roseau? Un roseau, il y a qasaba. Alors, je ramassais un roseau, oui, صغيرة من القصب, hein? Le roseau ou le qasab, qui traînait dans la cour. Qui traînait, ça veut dire qu'il était par terre. Et à présent, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. La gueule signifie la bouche. Hein? Donc j'enfonçais, ça veut dire je fais entrer ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas. Dérobait pas, ça veut dire qu'il ne s'en va pas. Hein? Il ne s'éloignait pas. Donc, il ne s'éloignait pas. Il prenait goût au jeu. Ça veut dire qu'il aimait ce jeu. Hein? Donc, le fait de faire entrer le roseau dans la bouche de ce serpent fait plaisir au serpent, donc il aime cela. Il avala le roseau, c'est-à-dire il le prend, il le voilà. Donc il avala le roseau, il l'avala comme une proie. Donc la proie, vous savez ce que c'est? Le serpent, lorsqu'il attrape, voilà, un animal, donc cet animal est une proie, donc farissa. Il vint un moment où le roseau se trouva à peu près englouti. Se trouva à peu près englouti. Englouti, ça veut dire tout à fait avalé. Tout à fait avalé par le serpent. Et où la gueule du reptile, alors le reptile c'est bien sûr l'animal qui se déplace sur son ventre, Zahir, voilà. Donc, et la gueule du reptile se trouva terriblement proche de mes doigts, c'est-à-dire très proche, se trouva très proche de mes doigts. Je riais, je n'avais pas peur du tout. Donc,
L'enfant, lui, il n'avait pas peur, il riait, il croyait que c'était un jeu. Et je croyais, et je crois bien, que le serpent n'eût plus beaucoup tardé à m'enfoncer ses crochets dans les doigts. Si, à l'instant, bon, et bien sûr, le serpent allait enfoncer ses crochets. Alors, les crochets du serpent, ce sont ses dents qui contiennent le poison. Alors, et bien sûr, il allait les enfoncer dans les doigts de l'enfant. Si, à l'instant, Damani, donc Damani, ça c'est le nom d'un personnage, l'un des apprentis, un apprenti, c'est celui qui apprend le métier avec un patron. Donc ici, un apprenti, donc l'un des apprentis ne fut sorti de l'atelier. Voilà, c'est le muta'allim. Oui. L'apprenti fit signe à mon père et aussitôt je me sentis soulevé de terre. Soulevé, ça veut dire que j'étais levé de la terre. J'étais dans les bras d'un des amis de mon père. Un peu plus tard, j'entendis ma mère m'avertir serment de ne plus jamais recommencer un tel jeu. Voilà. Donc, elle m'avertit. C'est vrai. Alors, est-ce que le texte est compris maintenant? Bien. Bien. Alors, puisque vous avez bien compris, nous passons maintenant aux questions de compréhension. Alors, qui sont les personnages dans ce texte? Qui sont les personnages dans ce texte? Alors, l'enfant, la manie, oui, donc c'est l'auteur lorsqu'il était petit, oui bien sûr, parce qu'il dit je, le père, la mère, oui, oui, la manie aussi, l'apprenti, oui, et il y avait aussi, ah oui, le serpent est un des personnages. Non. Damani, d'accord. Donc, il y a le père, la mère, l'enfant, Damani, et un des amis de mon père. Et un des amis de mon père, celui qui a soulevé Damani. Celui qui a soulevé l'enfant. Hein? Damani, ça c'est le nom d'un personnage. Non, ce n'est pas Damani qui a soulevé l'enfant, c'est quelqu'un d'autre, un ami de mon père. Hein? J'étais dans les bras d'un des amis de mon père. Ok? Alors ça veut dire que Damani, lui, il a fait signe à mon père, et moi, donc, il a été soulevé par un des amis. Alors, où se passe l'action? Où se passe l'action? Voilà. Près de la case de mon père. Est-ce que c'est dans la case Asma? Est-ce que c'est dans ou bien en la case? Non. C'est près. Oui, près de la case. À côté, d'accord. C'est à côté, ça s'écrit pas comme ça, chemin. Non, ce n'est pas dans la case Mora. Hein? Ce n'est pas dans la case. Ce n'est pas dans l'atelier aussi. C'est dans la cour. Oui, c'est près de la case. Bon. Alors, quand? C'est quand? Ça se passe quand? Oui, c'est dans le passé, d'accord. Essayez de préciser quand. Voilà, c'est très bien, Yusr. C'est quand le narrateur avait 5 ou 6 ans. C'est bien. C'est ça le temps. Quand j'ai 5 ou 6 ans. D'accord. Voilà. Donc ici, nous pouvons
situer l'action par rapport à l'âge du narrateur, qui raconte dans le texte. Donc, c'est Camaralais, oui, c'est l'enfant. Pour nous, le narrateur, c'est l'enfant. D'accord. Le narrateur, c'est l'enfant. Quel âge a-t-il? 5 ou 6 ans, bien sûr. 5 ou 6 ans. Qu'est-ce qui attira son attention? Un serpent. Oui. Un serpent attira son attention. Et que faisait-il avec le roseau? Que faisait-il avec le roseau? Ah, est-ce qu'il a jeté le roseau dans la gueule du serpent? Ah, il a mis le roseau dans la gueule du serpent. Il a enfoncé le roseau dans la gueule du serpent. C'est vrai. Donc, il a enfoncé le roseau dans la gueule du serpent. C'est bien. Quel était le risque qu'il courait? Quel était le risque qu'il courait? Être un Ah, d'être mordu, d'accord. D'être mordu par le serpent. C'est ça. C'est-à-dire quel était le danger qu'il courait, Souma? Mariam a répondu, oui, il n'avait pas peur, mais il y avait un danger quand même. D'être mordu par le serpent ou d'être piqué par le serpent. Lui, il était un enfant, il ne savait pas qu'il était en danger. Il croyait que le serpent jouait avec lui. Mais le serpent était si proche qu'il allait enfoncer ses crochets dans les doigts de l'enfant. Donc ça, c'est dangereux. Voilà. Alors, qui est-ce qui s'est rendu compte du danger? Oui. C'est un ami. Oui. C'est lui qui s'est rendu compte du danger. C'est lui qui a vu le serpent qui s'approchait de la main de l'enfant. Oui, c'est l'apprenti. Comment l'enfant fut sauvé? Comment l'enfant fut sauvé? Oui, il était soulevé de la terre. Il était soulevé de terre, de haut de la terre, par l'ami de son père. Oui, par un ami de son père. C'est bien. Que fait la mère que fait la mère à la fin? Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, voilà, donc elle avertit sévèrement. Oui. Donc elle a averti son fils sévèrement. Oui. D'accord. Et comment appelle-t-on ce genre de récit? Non, le genre de récit que nous avons. Non, le récit, tout récit est narratif. Est-ce que c'est un conte? Non, ce n'est pas un conte. Non. Est-ce que... Alors, qui est-ce qui raconte? Nous avons dit, celui qui raconte, c'est l'auteur. Bon, c'est l'auteur, c'est le narrateur, c'est qui? C'est aussi la raconte. Bon, c'est vrai, c'est un texte narratif puisque nous avons le récit. Lorsqu'on a un récit, nous avons toujours un texte narratif. Interne. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que c'est interne? Le point de vue est interne. Non, ce n'est pas la réalité, Souma. Ce n'est pas l'historique. Narratif, tout récit est narratif, Nora. Tout récit est narratif. Alors, je vais vous dire, vous avez quelle personne, quelle est la personne grammaticale que vous avez dans le texte? Quel est le pronom personnel utilisé? Ici, on me dit que l'auteur est présent dans le texte, il est présent par quel pronom? Par le pronom je.
puisque vous avez je, c'est-à-dire moi, alors là, le personnage, qui est le petit enfant, c'est lui-même l'auteur, et c'est lui-même le narrateur. Donc, c'est ce qu'on appelle, Nora, l'autobiographie. Hein, c'est l'autobiographie. Bien, c'est l'autobiographie. Omniscient, ce n'est pas ça, non? C'est le point de vue interne, puisque c'est le personnage qui parle. Donc, c'est interne. Maintenant, on ne parle pas de ça, mais on parle seulement du genre du récit. Le genre du récit que nous avons ici, c'est l'autobiographie. Pourquoi l'autobiographie? Parce que le narrateur, celui qui raconte, est lui-même le personnage, hein, et ce personnage, c'est lui-même l'auteur lorsqu'il avait 5 ou 6 ans. Donc, dans l'autobiographie, le personnage, c'est lui-même l'auteur, c'est lui-même le narrateur. Voilà. Donc, le genre de récit que nous avons, c'est l'autobiographie. Alors, quels sont les temps verbaux qui dominent dans ce texte? Quels sont les temps verbaux utilisés? Oui. Donc, nous avons l'imparfait et le passé simple. L'imparfait et le passé simple. Et bien sûr, l'imparfait et le passé simple sont les temps, les principaux temps du récit. Hein? Les principaux temps du récit sont l'imparfait et le passé simple. Et c'est pourquoi je vous ai dit que la prochaine séance, vendredi, Inch'Allah, sera une séance de langue et nous verrons la conjugaison de l'imparfait et du passé simple. Inch'Allah. Oui. Comment est structuré un récit? Comment est structuré un récit? C'est-à-dire, comment on construit le récit? Et là, nous allons parler de la structure narrative. Est-ce que vous connaissez la structure narrative? Donc, cette introduction, comment on l'appelle normalement? L'incipit. Non, le point de vue, oubliez maintenant le point de vue. Hein? On ne parle plus de point de vue parce que le point de vue, ça n'entre pas dans les étapes. Alors, le début du récit est appelé incipit. Il est appelé aussi état initial ou bien situation initiale. Hein? Donc, et ça, nous allons le voir dans le tableau suivant. Alors, voilà la structure du récit. La structure du récit, ce qu'on appelle en arabe tarkibat nas riwa'i ou sardi. Alors, premièrement, le récit, souvent, peut être prêt à un découpage traditionnel, appelé schéma narratif, dans lequel on distingue. Donc, c'est ce qu'on appelle le schéma narratif. Normalement, on l'appelle la structure narrative ou le schéma narratif. Alors, il est constitué de ces 5 étapes. Hein, nous avons 5 étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la situation initiale du récit. On l'appelle aussi l'état initial, on l'appelle aussi l'incipit. Alors, la situation initiale du récit, c'est une situation où domine un équilibre. L'équilibre signifie un calme plat, c'est-à-dire où il ne se passe rien, et où le narrateur présente les lieux de l'action, il présente le temps et les personnages. Donc, هذه اسمها الوضعية الأولية وهي وضعية يكون فيها توازن وهدوء، يعني ما كاينش أحداث، لا توجد أحداث، كل ما يوجد هي عبارة عن تقديم، يعني le narrateur أو الراوي ماذا يكون يفعل؟ يكون يقدم لنا les circonstances de l'intrigue أو la situation أو الظروف ديال القصة أو الظروف التي
ستلعب فيها أو ستمر فيها الحكاية. هذه الظروف ما هي؟ أولا الزمان والمكان الشخصيات، يعني أنه يقوم بتقديم الزمان والمكان والشخصيات الموجودة دونك في القصة. هذه هي دائما تكون يغلب عليها الطابع الوصفي، الطابع الوصفي، لأن الكاتب أو الراوي يكون يصف أكثر مما يحكي. ولماذا وصف؟ لأن عندنا تقديم، وعندما نقوم بالتقديم نقوم بطبيعة الحال بالوصف. Alors, يأتي بعدها après vient ce qu'on appelle المرحلة الثانية l'élément perturbateur. L'élément perturbateur ou déclencheur. C'est quoi? C'est un événement ou une série d'actions. C'est un événement ou une série d'actions qui vient déséquilibrer ces situations initiales. بمعنى أن هناك الشخصيات يكون يعيشون يعني في هدوء، ليس هناك مشكلة، وفجأة يحدث شيء أو يحدث حدث donc يحدث حدث يغير مجرى حياة الشخصيات. أن هناك يعني حدث مفاجئ يقوم ب la perturbation، يعني إزعاج حياة الشخصيات، وعلى ضوء هذا الحدث يأتي أحداث ستجعل أن الشخصية تدخل في مشاكل وفي عدة يعني كيف نقول تجارب، des aventures ce qu'on appelle مغامرات إلى آخره. Donc l'élément perturbateur ou déclencheur, c'est un événement يعني حدث ou une série d'actions مجموعة أفعال qui viennent déséquilibrer cette situation initiale. Troisième étape يعني المرحلة الثالثة les péripéties ou bien laquelle les péripéties أو الأحداث المتتالية. laquelle يعني البحث، يعني إذا كنا في الكونت يعني في الحكاية laquelle هو أن الشخصية الرئيسية دائما تكون تبحث على شيء معين، تكون تبحث على شيء معين، إذا نسميها laquelle. أما في الرواية مثلا الأحداث التي تلي l'élément perturbateur يعني العنصر المزعج نسميها les péripéties. Il s'agit d'une série de réactions à cette perturbation. Il s'agit d'une série de réactions مجموعة من ردود الفعل à cette perturbation. هذا العنصر المزعج الذي غير مجرى حياة الشخصيات. Visant à redresser la situation en trouvant une solution. يعني ماذا المقصود من هذه الأحداث التي تتوالى بعد انزعاج حياة الشخصيات؟ هو أننا نحاول أن نجد الحل لهذا فقدان التوازن الذي حصل. Une série d'événements déclenchés par la perturbation. وهذه المجموعة من الأحداث هي بطبيعة الحال سبب فيها هي la perturbation. المرحلة الرابعة c'est ce qu'on appelle l'élément de résolution ou on l'appelle aussi le dénouement. Le dénouement أو الحل. الحل c'est on réussit à trouver la solution au problème déclenché par la perturbation. بمعنى أن نصل إلى نهاية القصة، وهذه النهاية قبل أن نصل إلى التوازن النهائي يصبح عنا حل للمشكلة، لأنه كان هناك تعقيد، كان هناك عقدة، كان هناك مشاكل، وفي الأخير نصل إلى إيجاد حل، وعندما نجد الحل نصل إلى la situation finale.
يعني نصل إلى الوضعية النهائية التي نسميها الخاتمة أو نهاية القصة، وهو le retour du calme، يعني رجوع النهاية، رجوع الهدوء termine le récit. Donc le retour du calme termine le récit، ينهي القصة. Et parfois la situation finale comporte un rebondissement qui relance le récit une autre fois. بمعنى أن في بعض الأحيان عندما تكون القصة طويلة، وهذا يكون خاصة في الرومان، في الرواية، كتكون عندنا مجموعة من les séquences narratives، يعني أننا une situation initiale تليها un élément perturbateur، مجموعة أحداث، نجد الحل لهذه الأحداث، نصل إلى النهاية، إلى المرحلة النهائية، ويحدث شيء من جديد، وهنا تصبح المرحلة النهائية هي وكأنها مرحلة أولى لمشكل جديد، وهكذا وهكذا إلى نهاية القصة. أن القصة هي الرواية هي قصة طويلة، يعني والأحداث تبقى في كل مرة يعني تقفز من جديد إلى نفس الخطة السردية التي تكلمنا عليها. وهكذا. أما عندما تكون قصة قصيرة فالترتيب يمشي على هذه الطريقة، يعني une seule situation initiale ونصل في النهاية إلى une seule situation finale. Voilà. Donc هذا ما نسميه le schéma narratif ou bien la structure narrative. Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, est-ce que vous avez des questions? Voilà, c'est bien. Donc, si tout est clair, donc, oui, Dorian Hammer. Voilà. Bien. Alors, je vous donne un petit moment pour lire le texte. Donc, je vais ouvrir le micro pour quelques-uns. لا أستطيع أن أعطي الميكرو لكل الحاضرين، يعني سنرى بك سوما في المرة الماضية لم يحالفها الحظ، alors سنرى اليوم إن كان يحالفها. Alors où est Souma? Voilà, je vais ouvrir. Alors, espérons, Souma. J'étais enfant et je jouais près de la case de mon père. Je devais être très jeune encore. 5 ans, 6 ans peut-être. Maman était dans l'atelier près de mon père et leur voix me parvenait rassurante, tranquille, mêlée à celle des clients de la forge et au bruit de l'enclume. Brusquement, j'interrompis de jouer. Attention. J'interrompis. Non, Souma. J'interrompis. J'interrompis de jouer. L'attention, toute mon attention fut captée par un serpent qui rompit autour de la case. Je m'approchais bientôt. Je ramassai un roseau qui traînait dans la cour et à présent, j'enfonçai ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobait pas et prenant goût à ne se dérobait pas. Le serpent ne se dérobait pas. Il prenait, il goûta joue, il avala le roseau. Il l'avala comme une proie. Il prenait goût au jeu. Oui. Il prenait goût au jeu. Oui. Il avala le roseau, il l'avala comme une proie. Il vint un moment où le roseau se trouva
à peu près englouti, et où la gueule de reptile se trouva terriblement proche de mes doigts. Je riais, je n'avais pas peur du tout, et je crois bien que le serpent ne plus beaucoup tardé à m'enfoncer ses croches dans les doigts. Oui. Si, à l'instant, Damani, l'un des apprentis, ne fut sorti de l'atelier, l'apprenti fit signe à mon père, et presque aussitôt, je me sentis sauvé de terre. J'étais dans les bras d'un des amis de mon père. Un peu plus tard, j'entendis ma mère m'avertir sévèrement de ne plus jamais recommencer un tel jeu. Et merci. C'est bien Souma. C'est très bien. Alors maintenant, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Donc, je vais voir, c'est Nora. Voyons si ça s'ouvre. Nora. J'étais enfant et de la classe. Je devais être très jeune encore. 5 ans, 6 ans. Peut-être. Ma mère était liée. C'est de mon père et leur voix parvenait rassurante, tranquille, mêlée à celle des clients de la forge et au bruit de l'enclume. Brusquement, j'interrompis de jouer, l'attention, toute mon attention fut captée par un serpent qui rampait autour de la pièce. Je m'approchai et bien je ramassai deux œufs qui traînaient et j'enfonçai ce œuf dans la gueule de la bête. Le serpent se dérobait. Il prenait goût au jeu. Il avala le réseau. Il l'avala comme le roseau. Le roseau. Il l'avala comme une proie. Il vint un moment où le roseau se trouva à peu près englouti. Et où la gueule du reptile se trouva terriblement proche de mes doigts. Je riais, je n'avais pas peur du tout. Et je crois bien que le serpent ne plus beaucoup tarder à m'enfoncer ses croches dans les doigts-ci. C'est crochet. C'est crochet dans les doigts-ci. À l'instant, Damani, l'un des apprentis, me fut sorti de l'atelier. L'apprenti fit signe à mon père. L'atelier. Sorti de l'atelier. L'apprenti fit signe à mon père. Est-ce que aussitôt je me sentis soulevé de terre. J'étais dans les bras d'un des amis de mon père. Un peu plus tard, j'entendis ma mère avertir sévèrement de ne plus jamais recommencer un tel. C'est bien Amr. Bravo. Donc nous allons voir quelqu'un d'autre. Alors, Yus, bien Asma, Mariam aussi. Bonjour, s'il y a quelqu'un qui prend contact, on saurait bien.
Mohamed, je n'ai pas ton nom ici, Mohamed Nouti. Je cherche. Alors, c'est Mariam. Bonsoir, Mariam. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Comment vas-tu? Ça va? Oui, je vais bien, merci. Et toi, ça va? Ça va bien. Alhamdulillah. Oui, d'accord. Allez, tu commences à lire? Je commence. Oui. Oui. J'étais enfant et j'ai joué près de la case de mon père. Je devais être très jeune encore. 5 ans, 6 ans, peut-être. Ma mère était dans l'atelier. Près de mon père, et leur voix me parvenait rassurante, tranquille, mêlée à celle des clients de la forge et au bruit de l'enclume. Brusquement, j'ai interrompu de jouer. L'attention, toute ma attention, fut captée par un serpent qui rompit autour de la case. Je m'approchai bientôt. J'ai ramassé un roseau qui traînait dans la cour. Et à présent, j'enfonçais ce roseau dans la gueule de la bête. Le serpent ne se dérobit pas. Il prenait goût au jeu. Il avala le rosa. Il avala comme une poire. Le roseau, n'est pas le rosa. Le roseau. Le roseau. Il avala comme une poire. Il va le roseau. Une poire, comme une poire. Il va au moment où le roseau. Roi. Une proie. Il va au moment où le roseau se trouva à peu près englouti, où la gueule de replite se trouva. Reptile se trouva terriblement proche de mes doigts. Je n'avais pas peur du tout. De mes doigts. Je n'avais pas peur du tout. Et je crois bien que le serpent n'y plus beaucoup tardé. À m'enfoncer, s'écrocher dans les doigts. Si à l'instant d'Amani, l'un des apprentis ne fit sortir de l'atelier, l'apprenti fit signe à mon père, et presque aussitôt je me sentis soulevé de terre. J'étais dans les bras d'un des amis de mon père. Un peu plus tard, j'entendis ma mère m'avertir sévèrement de ne plus jamais recommencer un tel jeu. C'est bien, Maria. Bien, alors je vous souhaite une bonne soirée
et merci de votre attention et bonne nuit.